Voix du Fénois, des questions locales. Des réponses d'experts. Yorana, Yorana. est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Yorana, donc moi c'est Taurua Hawatei Heitini. Je suis éducatrice spécialisée dans l'équipe mobile de Tahiti du Whare Tamahau. Est-ce que tu peux nous parler des missions du Whare Tamahau? Alors le Whare Tamahau est un établissement public administratif sous la tutelle du ministère de la Santé. Il a pour mission, en fait, la prise en charge de la santé globale des enfants, des jeunes et de leurs familles. On propose également un soutien aux bénévoles, aux professionnels du secteur privé ou public. Et c'est un lieu ressource où vous pourrez rencontrer plusieurs professionnels, médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs ou agents sociaux. Toute une équipe pluridisciplinaire qui travaille ensemble afin d'apporter au mieux une réponse globale aux besoins des situations des enfants, des jeunes et des familles. Ce sont des missions de prévention, de soins et d'accompagnement. Toi, en tant qu'éducatrice, quel est ton travail finalement? Alors, au fait, mon rôle, c'est un rôle complémentaire dans une équipe pluridisciplinaire. Spécifiquement, nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, les ados, parce qu'on fait partie de la maison de l'adolescent. Et déjà de voir quelle est la problématique, les accompagner et leur faire prendre conscience des situations qu'ils vivent et voir comment est-ce qu'on peut les aider à changer, à améliorer. Donc la maison de l'adolescent, ça fait partie du Whare Tamahau? Oui, au fait, le Whare Tamahau a plusieurs entités. D'abord, il y a les enfants et il y a les adolescents. Et pour les enfants, on peut voir au fait les maisons de l'enfance. Il y a Papeete, Punaaouia, Fa'aa, Taravao, Raiatea et Omarquise à Taiohae. Et ensuite, il y a la maison de l'enfant, qui est un lieu de consultation. Et à côté de cela, il y a la maison de l'ado, qui est un lieu de consultation pour les jeunes de 12 à 25 ans. Il y a deux espaces jeunes, un nouveau qui vient de s'ouvrir à Taravao, celui de Papeete, et nous, les équipes mobiles, en fait. Il y a l'équipe périurbaine et l'équipe mobile de Tahiti. Tout ça, c'est des services gratuits. Comment les gens arrivent vers toi? Oui, en effet, comme je disais précédemment, le Whare Tamahau est un établissement public du pays, donc le financement est entièrement assuré par le pays, de sorte que chacun puisse avoir accès à de l'aide sans que la question financière soit un frein. En ce sens, on peut dire en effet que c'est gratuit, les jeunes, les familles n'ont rien à payer. Comment les adolescents arrivent à la maison de l'adolescent? Est-ce qu'il y en a qui viennent d'eux-mêmes? C'est les familles qui les poussent? Ou est-ce que les établissements scolaires vous les envoient? Alors, l'orientation de ces jeunes qu'on rencontre au fait au Whare Tamahau, ils peuvent être orientés soit par leur famille, par les parents, ou par les structures qui les accueillent, les familles d'accueil. Ils peuvent également être orientés par des professionnels de l'éducation, de la santé et même du judiciaire. On rencontre également des jeunes qui viennent de leur propre initiative, notamment suite aux diverses interventions de prévention que l'on fait, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit auprès des associations. Et souvent, après ces interventions de prévention, ils appellent pour prendre rendez-vous. Parce que tu parlais d'équipe mobile, donc ça veut dire que toi, tu vas dans les établissements scolaires, par exemple? Exactement, donc l'équipe périurbaine et l'équipe mobile de Tahiti, on se déplace dans les établissements scolaires, dans les mairies, dans les maisons de quartier, dans les milieux associatifs également. Et justement, c'est pour permettre à plus de jeunes de pouvoir bénéficier de cet accompagnement qu'on propose. Jusqu'alors, au fait, ça se faisait sur Tahiti et Moorea. Et depuis le second trimestre de cette année, on a étendu en fait, nos zones d'intervention dans les îles. Et dans certaines îles des archipels, notamment aux îles sous le vent, Tuamotu, Gambier, Austral et Marquise. Au fait, tous les 3 mois, on fait des missions. On est physiquement présent donc, dans certaines îles de ces archipels. Et entre ces 3 mois, on propose au fait un suivi en visio.
en distanciel et ça marche très bien. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes quand vous les rencontrez dans les écoles? Alors, ce qu'on leur dit, c'est par rapport à ce qu'eux nous demandent. C'est vraiment par rapport à leurs demandes à eux. Les jeunes qu'on reçoit, la plupart sont orientés par les CPE, par les infirmiers, établissements scolaires ou familles. Et ce sont des besoins que les adultes ont repérés. Mais souvent, quand ils arrivent vers nous, ils ne voient pas les choses de la même manière. Du coup, nous, on a une idée du pourquoi est-ce qu'on les a orientés vers nous. Et souvent, les gens, quand ils viennent, ils ne nous parlent pas forcément de ce pourquoi ils ont, en tout cas la raison qu'on nous a informés. Ils peuvent nous parler d'autre chose. Au fait, on parle vraiment de lui, de sa demande, de ce qui le préoccupe lui. Et ce qui revient souvent, c'est quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de violence dans les familles? Est-ce que c'est plutôt du harcèlement, des problèmes de santé mentale? Alors, le harcèlement, c'est de la violence. c'est de la violence. Beaucoup de violence. En effet, hein, on rencontre beaucoup de jeunes avec des comportements. Pour autant, ça ne signifie pas qu'il y a plus de jeunes violents. Dans le sens où ces jeunes-là ont des comportements violents pour exprimer au fait ce qu'ils ressentent. Et apparemment, c'est pour le moment en tout cas, c'est le langage qu'ils connaissent pour exprimer ce qu'ils ressentent, pour exprimer leur colère, leur tristesse ou autre. Ça va se manifester comment? Il va y avoir des bagarres dans les écoles? Souvent, c'est l'élément qui fait qu'on nous oriente les élèves. Hein. C'est les bagarres dans les écoles, les harcèlements via les réseaux sociaux, enfin vraiment toute forme de violence. Et du coup, ces jeunes-là, pour certains, c'est un langage normal. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon... Ils ne voient pas forcément le côté méchant. Pour eux, des fois, ils disent, ben oui, j'ai tapé. Comme si, au fait, c'était normal, comme si c'était un modèle relationnel qu'ils ont pu avoir à la maison. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ce côté, se poser des questions pour qu'ils prennent conscience qu'au fait, l'acte qu'il a posé, ben, ce n'est pas toléré, au fait, même interdit. Ouais. Tu disais des fois, ils voient ça à la maison. Est-ce que du coup, vous convoquez aussi les parents des fois? Alors, nous, à la maison de l'ado, on n'a pas besoin d'autorisation parentale. On est vraiment là pour l'ado. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les parents. Ça veut juste dire que si les jeunes ne veulent pas que leur famille, leurs parents soient au courant, on respectera vraiment ça. Évidemment, pour nous, on préfère travailler avec les familles parce que ces jeunes-là viennent des familles. Si on commence à faire un travail avec le jeune et qu'une fois qu'il rentre chez lui, son environnement n'a pas non plus été sensibilisé, mobilisé à la problématique, forcément, ça va revenir. Donc, nous, dans l'idéal, on préfère travailler avec les parents. Mais s'ils ne veulent pas, on n'insistera pas, on fera autrement. Et quels sont vos moyens justement d'arriver à déconstruire un peu les choses? Par exemple, pour un enfant qui a toujours grandi dans un environnement violent, pour qui, comme tu dis, la violence c'est une réaction normale, comment est-ce qu'on arrive à lui faire comprendre que non, c'est pas normal? Déjà, quand on les reçoit individuellement, on leur offre au fait un espace sécurisant et bienveillant pour que justement on puisse créer un lien de confiance entre lui et nous, parce qu'on sait très bien que les jeunes qui ressentent de la colère, qui sont dans des actes violents, souvent ils ont tendance à se refermer, à vraiment être dans la résistance, et là, il n'y a plus rien qui passe. Donc vraiment, la première étape, c'est d'offrir cet espace-là et d'instaurer un lien de confiance. Et deuxièmement, c'est de chercher comment lui perçoit la situation. Est-ce que pour lui, c'est une situation qui questionne ou normale? Et donc, à partir de là, en fait, c'est comme s'il y a la situation, lui, il a une perception des choses. Et l'idée, c'est de faire, en fait, tout le tour pour qu'il voit que face à cette situation, il y a différents prismes, différentes perceptions. Et là, en fait, c'est vraiment de lui dire, vois de ce côté, et ce côté, et ce côté. Et de lui montrer que,
au fait, ce n'est pas toléré. Ce que tu fais, c'est interdit par la loi. Donc, on parle de la loi, on parle de règlement intérieur, on parle de règles, de cadres pour qu'il ait conscience, au fait, qu'il ait une prise de conscience de la situation. Parce que nous sommes convaincus que la première étape du changement, c'est la prise de conscience. Si le jeune n'a pas cette prise de conscience, ben, c'est le travail qu'on va faire et ça prendra le temps que ça prendra. Tu nous disais, il y a des jeunes qui sont envoyés par la justice, forcés de venir vous voir. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent de Alors manière nous, sur volontaire? Travaux, moi, je n'en ai pas encore rencontré, mais ma collègue psychologue, elle a eu des entretiens individuels pour injonction de soins. Donc, il y en a quelques-uns. Sur Pape-Été, je ne pourrais pas te dire, mais en tout cas, sur Travaux, il y en a quelques-uns. Pour injonction de soins, c'est-à-dire? Au fait, ce sont des jeunes qui ont été, qui ont des différends avec la justice. Donc, ils ont été vus par un juge où il y a eu une ordonnance d'être suivis par un psychologue. Donc, à ce moment-là, le référent appelle pour prendre rendez-vous pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, la plupart des jeunes que toi, tu vois, c'est des jeunes qui viennent volontairement, finalement? Orientés, pas toujours. Hein. Ok, ouais. Parfois, il y en a qui sont orientés et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Mais ils sont là parce qu'on leur a dit de venir. Mais après avoir fait le tour, au fait, de la situation, ils ne veulent pas être là. Ils le disent, hein, et puis nous, on n'oblige pas. On part du principe où le jeune est en demande. Parce que s'il n'est pas en demande, ça va être difficile, au fait, de travailler avec. Il y a peut-être une difficulté à s'exprimer aussi, des fois, à mettre des mots sur ce qui se passe. À mettre des mots, il y en a qui sont dans le déni. Ouais. À mettre des mots. Alors nous, enfin en tout cas moi, quand on m'oriente des jeunes qui disent « mais non, je ne sais pas pourquoi je suis là », donc je tâte le terrain. Mais sur tous les plans, en fait. Ça peut être familial, scolaire, loisirs, au niveau social, ça peut être au niveau des relations affectives, amoureuses. Au fait, on fait vraiment tout le tour pour voir sur quel point la situation est plus sensible. Et quand on arrive à repérer ce point sensible, du coup, on travaille avec le jeune pour savoir si lui, il souhaite au fait que je l'accompagne sur ce sujet-là. Alors, on va parler un peu de réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, ça fait partie un peu du quotidien des jeunes. Il y a une commission d'enquête de l'Assemblée nationale, donc dans l'Hexagone, qui a rendu un rapport sur TikTok. Est-ce que toi, dans ton métier, tu constates un lien entre la violence et les réseaux sociaux? On constate quand même un lien. TikTok, c'est une plateforme très puissante avec un algorithme qui capte l'attention des jeunes en leur proposant en permanence des contenus en fonction de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils likent, de ce qu'ils commentent. Et en effet, le rapport recommande justement de veiller à tout ça, de responsabiliser les parents, de protéger les plus jeunes et d'éduquer aux usages numériques. Ce qui est sûr, nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des conflits qui, avant, restaient dans les cours de récréation, se poursuivent désormais sur les réseaux sociaux et c'est vite amplifié avec tous les partages, les captures d'écran. Et on voit même, moi-même, j'ai reçu des jeunes qui, du coup, ont été jugés, insultés publiquement. Et ça a vraiment eu un grand impact sur leur estime de soi. On voit également des vidéos de bagarres, de violences, comme si c'était banalisé. Moi, j'avais une mère qui est venue me voir pour son fils qui a été victime d'une violence comme ça, subitement. Et comment est-ce qu'elle a appris? C'est par une vidéo. Une vidéo qu'une élève a partagée avec sa nièce. Sa nièce a montré donc à la maman et elle est venue avec « Waouh, c'est hot quand même. » Donc, j'avais pareil une autre maman dont la fille a été publiquement
mises sur les réseaux sociaux et ça s'est bien amplifié. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment... Alors, souvent, on a tendance à... Les jeunes qu'on reçoit, ce sont des jeunes victimes qu'on reçoit. Et lorsqu'on nous oriente d'autres jeunes, on se rend compte qu'eux ont été auteurs de violences. Et on a tendance à... C'est important de protéger les victimes, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est aussi important de travailler avec les auteurs. Parce que de toute façon, de part et d'autre, il y a de la souffrance. En tout cas, je me rappelle ce que me disait un collègue psychologue quand je travaillais à l'IME. Pour lui, un enfant méchant, c'est un enfant qui souffre. Mais finalement, on se préoccupe beaucoup des victimes, mais Ouais. il y a aussi Oui. les auteurs. Oui. Et j'allais t'en parler justement de ces vidéos. Est-ce que tu crois qu'il y a, avec les réseaux sociaux, un phénomène de, comment dire, d'amplification, de jeu presque, où on se filme pour se faire voir finalement? Alors, c'est vrai que à l'adolescence, c'est vraiment une période où le groupe est une référence très, très, très forte. Les jeunes ont besoin de se sentir reconnus et valorisés par un groupe. Et quand les jeunes estiment que les valeurs qui leur ont été inculquées, les repères qui leur ont été transmis sont instables à leur estime, souvent, le groupe devient leur cadre de référence. Et pour peu que ce groupe valorise la transgression, la provocation, la violence, au fait, naturellement, ce jeune risque d'en adopter les codes. Par contre, s'il y a une chose que je dis toujours dans mes entretiens, c'est que la violence, ce n'est pas une fatalité. Les jeunes ne sont pas nés violents. Ils ont appris au fait à des comportements violents pour exprimer leur mal-être, pour exprimer des émotions qui débordent et pour exister à travers le regard des autres, quoi. Donc pour moi, ce qui a été appris peut être désappris et transformé. Est-ce que selon toi, on en fait assez? Est-ce qu'on parle assez de harcèlement scolaire, de harcèlement en milieu scolaire? On en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Les établissements sont bien mobilisés et avec les référents justement de ce sujet-là, on travaille dans ce sens. Le harcèlement n'est pas qu'un sujet scolaire, c'est vraiment l'expression d'un mal-être, l'expression des émotions qui sont trop fortes, une souffrance qui est non dite. Et en tout cas, moi, je vois qu'il y a du travail quand même qui a été mis en place. Et d'ailleurs, quel que soit le milieu où le jeune évolue, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit dans les structures d'accueil, en milieu associatif ou dans les clubs sportifs, c'est vraiment quelque chose au fait qui circule, où tout le monde, au fait, l'idée c'est vraiment de travailler ensemble et de créer cette cohérence autour du jeune pour qu'il soit écouté, soutenu et accompagné. Est-ce que interdire les smartphones ou interdire les réseaux sociaux avant un certain âge, il y a une loi qui avait été qui normalement est passée au niveau de l'Hexagone, pas de réseaux sociaux avant 12 ans, il me semble, même un peu plus âgé. Est-ce que ce genre de disposition, ça pourrait aider à réduire le harcèlement? Alors, ça me fait sourire parce que dernièrement, j'ai reçu une maman et qui me disait que l'enseignant a dit d'interdire. J'ai dit, au fait, pour moi, ce n'est pas une solution. Parce qu'au fait, le smartphone fait partie de la vie des jeunes aujourd'hui. C'est leur manière de communiquer, de s'informer et d'apprendre. Ce qui est important, c'est de les éduquer, au fait. Vraiment de poser un cadre, de discuter avec eux. Interdire, pour moi, c'est renier, au fait, la réalité. C'est faire comme si, non, en fait. Parce que partout, il y en a. Partout, la maman me dit, elle aussi, elle utilise. Au fait, à l'école, il y en a. Mais l'idée, c'est vraiment de les éduquer à utiliser à bon escient, de repérer les hameçonnages, voilà, tous ces dangers des réseaux sociaux qu'on peut voir.
C'est comme si, au fait, on laisse un enfant dans une grande ville et il ne sait pas où se repérer, comment y aller. Donc l'idée, c'est vraiment de l'aider à se repérer et à pouvoir, au fur et à mesure, donner un peu plus de liberté quand on voit qu'il arrive à gérer. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un travail éducatif à faire. Et justement, concrètement, qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents qui nous écoutent? Comment on gère le premier smartphone? Qu'est-ce qu'on dit à son enfant? Comment on lui explique? Alors déjà, à la de base, hein, c'est de dire à son enfant que c'est un téléphone. Donc un téléphone de base, c'est pour être appelé, c'est pour contacter. Aujourd'hui, on voit que sur un téléphone, il y a tout, hein. Il y a l'agenda, il y a l'appareil à photo, il y a les vidéos et il y a Internet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel les enfants très très jeunes ont. Donc l'idée, c'est que ça reste au fait un outil d'apprentissage pour s'informer, pour grandir, pour partager, mais que ça reste un outil parmi d'autres pour l'aider à grandir. Pour les parents qui seraient un peu inquiets, comment on peut reconnaître un enfant qui se fait harceler? Est-ce qu'il y a des signes un petit peu? Alors moi, le signe que je dirais, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Je m'adresse notamment aux parents dont les enfants ne diront rien. Ceux pour qui ils diront, donc c'est bien, c'est sûr, c'est connu, mais les parents dont l'enfant ne dira rien, sachez qu'au fait, son corps, le corps de son enfant, ses comportements, ses attitudes, ses manières d'être et manières de faire, vous le diront. Ce sont des signaux très précieux et il est important au fait que les parents soient attentifs aux changements de comportement que peut avoir leur enfant. Ça peut être par exemple leur enfant qui devient plus triste alors que c'était un enfant qui avait la joie de vivre. Peut-être que c'est un enfant qui ne veut plus aller à l'école alors que tous les matins, il était le premier levé, prêt à aller à l'école. Peut-être que c'est un enfant qui mangera moins ou qui mangera plus. Peut-être que c'est un enfant qui dormira pas assez ou peut-être trop aussi. Un enfant qui se replie sur lui-même alors que de base c'est un enfant très sociable. Donc ce sont vraiment des changements de comportement qu'il est important de remarquer. Par contre, une chose, c'est qu'à l'adolescence, l'adolescence c'est une période de changement et de bouleversement. Donc il se peut qu'on mette ces changements-là sur le compte de l'adolescence. Du coup, pour distinguer, pour moi, il y a 3 questions à se poser. La première, c'est quand ces changements apparaissent, est-ce qu'ils sont soudains? Est-ce que du jour au lendemain, tu vois une différence? Donc, il y a ça. Deuxièmement, c'est est-ce que ces changements de comportement durent longtemps? Et troisièmement, c'est vraiment, est-ce que ces changements de comportement privent votre enfant de ce qu'il aimait faire avant et ce qui le rendait heureux? Donc pour moi, ça, c'est trois questions à se poser pour faire la différence entre les changements à l'adolescence et les changements dus du harcèlement. Parce que l'adolescence, c'est le changement, le harcèlement, c'est la souffrance. Donc on a parlé de harcèlement, on a parlé aussi de violence physique, hein, de bagarre. Le Conseil de prévention de la délinquance a présenté en mars dernier, donc mars 2025, un bilan. Le nombre de mineurs mis en cause reste stable, mais on note une augmentation de leur implication dans des atteintes volontaires à l'intégrité physique. On a de plus en plus de bagarres, on a parfois des attroupements qu'on peut voir par exemple à Papeete. Souvent, quelle est l'origine de ces comportements? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui fait que les enfants deviennent violents comme ça? Pour moi, pour moi, les comportements violents, c'est vraiment l'expression de ce qui ne va pas. Parce qu'au fait, c'est un appel. La violence, pour moi, c'est un appel. Et à partir du moment où les jeunes ne s'expriment pas avec des mots, ils le font en fait avec des actes. Et pour moi, ces jeunes-là, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore trouvé les mots
pour dire ce qu'ils ressentent. Et justement, au Faretamaho, c'est ce qu'on travaille. C'est vraiment de leur donner d'autres outils, de les équiper à pouvoir exprimer leurs émotions, leurs ressentis d'une autre manière, autre que la violence. Ce sont des comportements qui, comment dire, ce sont des comportements, ça m'a troublé le fait que ça pardon. Hein. Pas de souci. Ouais. Voilà, au fait, ces comportements, c'est vraiment un langage d'expression que les jeunes ont aujourd'hui et pour lequel ils ont facilement accès. Parce que certainement ce sont des schémas qu'ils ont dû voir dans leur environnement et du coup, ça devient leur langage. Il y a les comportements qu'ils présentent ne font pas forcément de ces jeunes-là des jeunes violents. Ils ne sont pas nés violents, ils ont appris à avoir des comportements violents. Et ça fait toute la différence. Est-ce qu'il y a un phénomène de société? On a l'impression, on entend beaucoup des fois nos parents, nos grands-parents dire à mon époque, voilà, on a l'impression qu'il y a plus de violence, que les jeunes sont plus dans la rue à se battre. Est-ce qu'il y a une évolution de la société qui fait que les jeunes sont peut-être plus perdus ou qui les amène à être plus violents? Au fait, moi, quand je discute avec les parents, où on est plus ou moins de la même époque, et même avec les grands-parents qui ont en charge leur au toit, donc qu'on reçoit, au fait, il n'y a pas moins de violence. Il y a toujours eu de la violence, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est tellement médiatisé, c'est tellement banalisé qu'on a l'impression qu'il y en a plus. Dernièrement, j'étais en mission aux Marquises et puis les Marquisiens, les élèves disaient que « Ah non, moi je ne veux pas aller à Tahiti parce que là-bas ça fait peur, il y a plein de… » J'ai dit « Au fait, je leur ai dit, parce que je reçois aussi des jeunes en entretien aux Marquises et puis j'entends la même chose. C'est le même discours, ce sont des jeunes comme à Tahiti. C'est juste qu'à Tahiti, c'est tellement médiatisé. L'accès à la violence, c'est facile, au fait. Du coup, ça donne une impression qu'il y en a plus, mais il y en avait aussi avant. Mais c'est juste qu'avant, c'était tu. C'était gardé en famille. C'est pas comme aujourd'hui où voilà, il y en a de partout. Il y a Facebook, il y a machin, il y a un truc qui fait que ça rend public. Et du coup, ça fait peur. Donc, moi, je reçois des familles, des parents, même des grands-parents qui ne savent plus comment faire. Ils ont peur que leur enfant suive ce mouvement-là. Hein. Mais pour moi, ça existe. Hein. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Hein. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Mais avant, il y en avait aussi. C'est juste que les formes étaient différentes. Tu disais, avant c'était peut-être en famille, un peu plus caché. Est-ce que les jeunes violents sont toujours issus d'une famille où il y a de la violence? Alors pour moi, non. Les jeunes qui ont des comportements violents ne sont pas forcément issus de familles dites violentes. Hein. Certains ont grandi dans des environnements, dans des milieux structurants, aimants, sécurisants, et leur parcours de vie ont fait qu'ils ont rencontré des difficultés relationnelles, émotionnelles ou sociales qui les ont fragilisés. En revanche, il est vrai que les violences familiales peuvent parfois se transmettre comme un modèle relationnel où le jeune agit ou réagit comme il a dû faire et souvent sans en avoir conscience. Ce qui est sûr, c'est qu'il est important au fait d'accompagner le jeune, de discuter avec lui. Parce qu'au fait, on le sait très bien, la violence, c'est le passage à l'acte d'émotions ou de souffrances qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été prises en charge. Donc, je fais la différence au fait entre un jeune violent, donc qui vit vraiment comme ça, et d'autres qui utilisent la violence pour s'exprimer. Et moi, je vois de plus en plus de jeunes qui utilisent la violence pour s'exprimer. Mais quand on les reçoit individuellement, on voit derrière quelqu'un qui a une histoire, qui a une force, qui a une possibilité d'évoluer. Et ça, c'est uniquement quand on les voit en individuel. Parce que c'est vrai que, comme je disais tantôt, le groupe entraîne en fait le jeune. Est-ce qu'il y a un lien avec le milieu social? Est-ce qu'il y a plus de violence chez des jeunes qui viennent de familles, de milieux défavorisés?
Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a de la violence dans les deux milieux, qu'ils soient plus favorisés ou moins favorisés. La violence ne vient pas d'un lieu, il vient d'un vide et ce vide-là, souvent c'est un vide émotionnel, affectif et on peut le combler. Ce que j'ai pu par contre observer, j'ai pu observer deux choses. La première, c'est que dans les milieux sociaux moins favorisés, la violence, elle est plus extériorisée. Elle fait du bruit, elle dérange. On peut voir des bagarres, un jeune qui crie, qui insulte, qui casse. Et là, on repère. Dans les milieux plus favorisés, les jeunes que j'ai pu rencontrer, ce sont des jeunes qui ont des comportements plus intériorisés, plus silencieux, si bien que parfois on fait même pas attention parce qu'ils ne dérangent pas, au fait. Quand on voit d'une part un jeune qui extériorise sa violence, en tout cas sa colère, et un jeune d'un milieu plus favorisé qui l'intériorise, d'emblée on va se tourner vers celui qui fait plus de bruit, au fait. Et pour autant, dans les deux cas, tous les deux souffrent. Il y a de la violence, il y a de la colère dans les deux, quel que soit le milieu. Et la deuxième observation que j'ai pu faire, et là c'est quel que soit le milieu social, c'est la présence des parents. Parce que dans l'un ou dans l'autre milieu, quand un parent est présent, quand il est disponible, quand il est attentif et à l'écoute du jeune, ben, ça fait toute la différence. Et on trouve des parents qui sont dans cette démarche-là, que ce soit dans l'un ou dans l'autre milieu social. Donc je dirais que ça ne dépend pas, en fait. C'est vraiment un vide affectif qu'on peut combler. Tu as parlé de jeunes qui intériorisent parfois leur colère, qui gardent tout. Est-ce qu'il y en a certains qui finalement retournent leur colère contre eux-mêmes, vont être violents envers eux-mêmes? Oui. Souvent, ben, les signes qu'on peut voir, c'est les jeunes qui portent des manches longues, parce qu'au fait, du coup, c'est des scarifications. Souvent, ils vont voir l'infirmière du collège pour une raison quelconque. Ça peut être un mal de tête, et puis au fur et à mesure, ils se rendent compte que, tiens, il y a des signes, et à ce moment-là, ils orientent vers moi ou ma collègue psychologue, et ils ont du mal, au fait, à extérioriser. Même en entretien individuel, faut y aller, quoi. Faut y aller, et puis on lâche pas. On sait qu'il y a quelque chose. C'est juste que difficile à dire, difficile à le voir autrement, parce que ben, en même temps, il y a un conflit de loyauté derrière. Parce que ben, si c'est la famille qui est à l'origine de ça, ben, ils veulent se protéger eux. Ils ont envie que ça s'améliore. Mais en même temps, il y a la famille qui est à côté. Si je raconte, si je dis, peut-être que ma famille va être ennuyée, qu'il y aura un signalement ou des choses comme ça. Donc, certains ont du mal. Certains ne reviennent pas. Ne reviennent pas parce qu'ils ont compris qu'en posant des questions, ben, on va au fond du problème, et du coup, on va aller vraiment mettre un pied dans la fourmilière, quoi. Et est-ce qu'on parle un peu plus de santé mentale chez les jeunes? Est-ce que les jeunes sont plus, parlent plus de santé mentale entre eux? On a l'impression que le sujet est un peu moins tabou qu'avant, justement avec les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, c'est pas un peu plus facile qu'avant quand même pour certains de parler de ça? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale fait partie de la santé du jeune, hein, et en ce sens-là, aujourd'hui, on en parle facilement. C'est quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est banaliser le mot? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus accessible. Il y a plus cette facilité d'en parler. Et justement, nos interventions de prévention qu'on fait dans les maisons de quartier, dans les établissements scolaires, servent aussi à dédramatiser, au fait, cette notion-là. Parce que déjà, quand on parle de psychologue, c'est pour les fous. Tout de suite, ils répondent comme ça. Donc, nous, on vient vraiment donner parce qu'ils ont, au fait, des idées préconçues. Oui, ça persiste quand même. Oui, complètement. Et puis nous, on est là pour dire, ah bon, non. Alors, un psychiatre, c'est ça, un psychologue, c'est ça. Et puis, du coup, ça détend l'atmosphère. Et puis,
ils sont plus à l'aise à parler de choses qui se parlent pas facilement dans certains foyers, hein. Donc, nos interventions sont vraiment adaptées pour que le jeune comprenne au fait sa santé physique, sa santé mentale, sa santé familiale. D'où d'ailleurs l'émission du Farita Maho, c'est vraiment la santé globale. Ah, il y a une question qui me vient parce qu'en ce moment, c'est un peu le gros sujet, la drogue, en particulier l'ice, donc la méthamphétamine. Il y a des professionnels, enfin des gens qui travaillent avec les jeunes qui disent qu'il y a de plus en plus de mineurs qui sont abordés par des dealers. Est-ce que vous voyez aussi des jeunes qui sont violents et qui finalement sont aussi drogués, victimes de l'ice ou Alors, d'autres drogues? parmi ceux que nous recevons sur Taravao, alors, souvent quand on nous oriente des jeunes dont la raison qui est évoquée, c'est toxique, les produits toxiques, addiction, quand on les reçoit individuellement, au fait, la plupart du temps, on se rend compte que c'est pas l'addiction pure et dure comme on le connaît, au fait. C'est qu'à un moment donné, ils ont touché au paca, ils ont fumé, ils ont consommé, mais le fait que ce soit au début, que ce soit voilà, au tout début, on se rend compte que derrière, il est tout seul à la maison jusqu'à 20 heures. Ils rentrent à la maison, il n'y a personne pour les accueillir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avec les copains du quartier qui consomment. Tu vois, donc, au fait, on se rend compte que c'est pas une consommation pure et dure, c'est vraiment, à un moment donné, c'est ce qu'ils ont, comme je disais, le groupe, hein, c'est vraiment une référence très forte. Et si à la maison, ils n'ont pas cet accompagnement-là, il faut aller chercher ailleurs. Et justement, c'est ailleurs, pour peu que ce soit la drogue ou autre chose, ils vont y aller. Et ce qui est bien, c'est que quand c'est pris au plus tôt, on arrive au fait à leur faire comprendre qu'il y a autre chose. Est-ce que tu fais du sport? Oui, je fais du surf. Ah, magnifique. Continue en fait, fais le sport. Tu fais en club, tu fais pour le fun? Non, je fais pour le fun. Avec qui? Tu vois, au fait, parce qu'à un moment donné, la consommation, c'est pour combler un vide. Et c'est la facilité, c'est ce qu'ils trouvent. Et le fait de dire que, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait que quand tu fais cette activité, tu ne vois pas le temps passer? C'est que vraiment c'est quelque chose qu'il aime bien. Continue. Ah oui, c'est vrai. Au fait, c'est pour lui dire qu'au fait, tu as le choix. Et tu peux, au fait, choisir ton chemin. Tu peux faire une activité qui te plaît et qui ne va pas te mettre dans des embrouilles, quoi. Et souvent, moi, je raccroche ça à leur projet futur. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Ah moi, je vais être prof de sport. Et là, je dis, à ton avis, un prof de sport, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est comme ça qu'il fait pour être prof de sport? Est-ce que c'est ça les valeurs qu'il inculque, hein? Donc, il y a la santé, il y a et tout. Donc, au fait, ça lui permet au fait de s'accrocher à quelque chose qu'il a envie, un projet qui lui parle, qui l'anime, pour que justement, il se dise, ah oui, c'est vrai. Vraiment qu'il prenne conscience de la problématique et que là, c'est interdit par la loi. Non seulement c'est interdit par la loi, et en plus il y a des problèmes de santé, il y a des conséquences sur ta santé mentale, sur ta santé physique, sur les relations avec la famille, à l'école. Ça va de la démotivation scolaire au décrochage scolaire. Donc au fait, quand on commence à tout exposer, elle se dit, ah non madame, c'est pas ce que je veux. Donc c'est vraiment de leur faire prendre conscience, quoi. Mais voilà, et quand on est au début, ça marche bien. Par contre, quand on voit qu'il y a des jeunes où ils sont à un stade assez avancé, bon, déjà, moi, je passe le relais à ma collègue infirmière pour qu'elle puisse faire une évaluation. Et si vraiment c'est un stade très avancé, on passe le relais au CPSA, au Centre de prévention et de soins aux addictions. Voilà. Et pour les jeunes qui grandissent vraiment dans un environnement violent à la maison, comment vous faites pour les extraire de ça finalement? Alors, dans un premier temps, quand ils sont orientés vers nous, comme je disais, au fait, on leur propose un cadre sécurisant pour qu'il y ait un lien de confiance. Ensuite, on voit comment est-ce qu'il perçoit les choses
et seulement après on travaille. Et quand c'est possible, on travaille également avec les familles, avec les partenaires, avec les écoles pour qu'il y ait une cohérence au fait dans ce cadre protecteur. Et il nous est arrivé également de devoir faire un signalement pour protéger ces mineurs qui sont en danger. Hein. Donc, si vraiment on se rend compte que ça ne fonctionne pas à ce moment-là, on fait un signalement. Est-ce que Et vous on passe avez, le relais au service social. Ok. Est-ce que vous avez finalement aujourd'hui assez de moyens à votre niveau pour travailler? Est-ce qu'il manque des choses? Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer la situation aujourd'hui? Pour moi, il y a deux réponses que je voudrais partager. La première, c'est le temps. Je dirais le temps d'écouter et de comprendre ce qui se passe derrière les comportements des jeunes, le temps d'instaurer une relation de confiance, le temps de permettre aux jeunes d'avancer et de trouver ce qu'ils aiment, prendre le temps dans un monde où tout va vite, où on a envie des résultats là tout de suite. Souvent, on nous dit « Ah, on aimerait bien que vous fassiez une intervention sur l'estime de soi. » Parce que certains pensent qu'on vient, on fait le plein d'estime de soi. On aimerait bien. Hein? Et puis, c'est fini. Non, en fait. Donc, c'est le temps qui fait que ça va être plus solide et plus durable. Parce qu'en fait, l'adolescence, c'est un processus. C'est une période de changement, c'est une période d'évolution, c'est un processus de changement qui demande du temps. Et justement, la transformation, le temps permet cette transformation, notamment une transformation durable et solide. Et aujourd'hui, c'est vraiment, allez, tout est rapide, on veut là tout de suite. Mais tu l'as vu, mais comment ça se fait qu'ils continuent encore à faire ça? On aimerait bien avoir une baguette magique, et si on avait une baguette magique, on n'aurait plus de travail, au fait. Mais c'est vrai que c'est le temps, vraiment le temps, parce qu'au fait, tout se construit dans la continuité et dans le quotidien, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans les milieux associatifs, ou peu importe, mais c'est dans le temps, en fait. Et souvent, on veut là tout de suite, on veut des résultats tout de suite. On aimerait bien donner, mais on travaille avec de l'humain. Donc, l'humain, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change, ça on le sait très bien. Hein. Ce n'est pas comme un soudeur qui coupe, qui soude. Ah ben non, c'est pas bon, on recoupe, on ressoude. Ben non, en fait, l'être humain, il faut vraiment prendre le temps. Et avant tout, pour moi, la clé, c'est vraiment le lien, la relation de qualité qu'on a avec son enfant, qu'on a avec ce jeune-là. Et deuxièmement, c'est un sujet qu'on a déjà discuté en réunion de travail avec les équipes mobiles, c'est un espace parent. Un espace parent, aujourd'hui, le Fare Tamahau dispose des maisons de l'enfance, des lieux de consultation, de l'espace Tamari, des espaces jeunes et des équipes mobiles. Donc, au fait, on a des réponses pour les enfants, pour les jeunes et les familles en lien avec la situation de leurs jeunes. Moi, je pense qu'un espace parent, vraiment un espace spécifiquement dédié à eux, ou un peu comme nos espaces jeunes, hein, c'est-à-dire qu'ils viennent, qu'ils ont un accès gratuit, qu'ils viennent, qu'ils sont là pour écouter les autres, pour échanger leur expérience, pour exister tout simplement en tant que parents. Et le fait d'être réconfortés et confiants dans leur rôle de parents, ben, ça apaise. Et un parent apaisé, ben en fait, c'est des enfants apaisés, c'est une famille apaisée. Donc, moi, je dirais un espace parent pour venir compléter ce réseau solide que le Fare Tamahau a déjà. Et peut-être qu'un jour, le Fare Tamahau s'appellera la maison des familles. Qui sait? Bon, ça n'engage que moi. Hein. Finalement, tu trouves qu'aujourd'hui, les parents n'ont pas finalement d'endroit où ils peuvent venir se confier? Est-ce qu'il viendrait déjà, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ego de certains parents de dire mince, si je vais demander conseil, ça veut dire que je suis nulle, je ne suis pas un bon parent? Si, hein, il y en a qui ont cette croyance-là, hein, il y en a qui ont cette perception des choses. Mais à chaque fois, je dis aux parents, mais en fait, tu viens demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse.
Au contraire, c'est une force, c'est un signe de courage. Parce que justement, ce n'est pas tout le monde qui veut dire que j'ai des difficultés. Avec mon enfant, j'ai des soucis, je ne sais pas comment faire. Et le fait de rester là-dedans, ben, ça accumule, ça gangrène même des fois. Et le fait de venir vers nous, ben, ça leur permet, déjà le simple fait d'en parler. Souvent, même la plupart du temps, à la fin des séances, je dis comment est-ce que... Parce qu'en début de séance, souvent, je dis comment tu te sens. Ah, je suis en colère sur une échelle de 0 à 10. À combien serait... Donc, ils mesurent comme ils le sentent. Et je fais la même chose à la fin de séance et on voit que soit ça baisse, donc c'est bien. Donc, s'ils sont moins en colère, allez, on est à 3 sur 10, c'est bien, c'est gagné. Et parfois même, il y en a qui changent d'émotion. D'inquiétude, de colère, de stressé, d'anxieux, quand ils sont arrivés, ils peuvent sortir à « Ah, je suis carrément soulagée, je suis tranquille ». Et ça, c'est gagné. Et au fait, quand ils voient cette évolution-là, ils disent « Finalement, j'ai bien fait de venir ». Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est eux qui apportent vers les autres, vers d'autres parents. Quand ils rencontrent d'autres parents, ils disent parce que les autres parents remarquent au fait qu'il y a une amélioration, un apaisement au fait du parent et donc de l'enfant. Ils se disent, je vois, ah oui, non, mais du coup, c'est du bouche à oreille. Et puis, de plus en plus, il y a des parents qui viennent de leur propre initiative. Donc aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'espace parent, les parents peuvent quand même se rendre au Fareta Ah Maman. oui, bien sûr, parce qu'on fait du soutien et de l'accompagnement à la parentalité. Mais l'espace parent dont je parle, c'est vraiment un espace que pour eux. Parce que quand ils viennent nous rencontrer, c'est toujours par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent avec leur enfant. Les maisons de l'enfance accueillent les enfants avec leurs parents. Mais là, ils viennent pour leur enfant. Tu vois? Et moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace spécialement dédié aux parents. Ils peuvent venir tout seuls. Voilà, c'est leur lieu, un peu comme l'espace jeune où ils viennent sans parents. Pourquoi pas un espace parent où ils viendront sans leurs enfants, quoi. Depuis que tu fais ce métier, sans nous donner évidemment de nom, mais est-ce qu'il y a une histoire ou une rencontre qui t'a particulièrement marquée? Oui, celle qui m'a particulièrement marquée, c'est un jeune de 13 ans. C'est la maman qui vient nous voir. Le jeune, elle est venue avec son jeune, il ne voulait pas venir, il a fait des pieds et des mains pour ne pas venir. Il est venu, il était voilà, dans la résistance, il ne voulait pas parler, rien du tout. Donc ça n'a pas duré longtemps. Et au fait, ce jeune-là, la maman est venue en disant que je pense que mon fils, il se drogue. Je dis d'accord, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Il ne mange plus, voilà. Donc elle me cite les signes et tout. Et donc, je rencontre le jeune, toujours dans la résistance. Bon, j'essaie voilà, de travailler, de détendre un peu, mais ça ne marche pas. Donc, du coup, je rencontre la maman. Donc, séparation avec le papa. Et au fait, au fur et à mesure des entretiens, j'apprends que les deux parents sont dans la drogue. Ah. Qu'ils ont fait de la prison. Ok, alors, comment dire? En effet, au fait, ce genre de situation, c'est pour dire qu'on peut travailler avec un jeune s'il le veut, évidemment. Mais si l'environnement familial est dans cette problématique, ça va être difficile. En effet, on n'a pas besoin d'autorisation parentale. Mais vraiment, je pense que ce qui va permettre d'avancer, d'être efficace, en tout cas dans notre accompagnement, c'est vraiment ce travail avec les familles. Après, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Mais voilà, vraiment, on essaie, et d'où cette idée d'espace parent. Parce que les parents, ils ont aussi leur histoire, ils ont leurs faiblesses, ils ont voilà, tout ça, comme leurs jeunes, comme leurs enfants, en fait. Et justement, d'aborder un parent, parce que les parents, pour moi, c'est la racine, la famille. C'est la terre dans laquelle un arbre prend racine. Donc, si déjà dans la terre, il y a plein de cailloux, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nourrir cet arbre, forcément, on aura un arbre qui ne va pas bien pousser, qui va pousser de travers ou qui ne va pas du tout pousser. Donc, cette idée d'espace parent, c'est vraiment pour approcher les parents et leur dire que, écoute, on est là. On est là aussi pour toi parce que c'est vrai que la maison de l'ado, c'est pour les ados.
avec les familles pour un soutien et un accompagnement à la parentalité. Mais moi, je suis persuadée qu'un espace parent pourrait les aider à se détendre, à ne plus être dans la résistance non plus. Et on sait très bien qu'un parent qui est apaisé, tout se suit en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement pour ce jeune? Alors, ce qui s'est passé, c'est que il a été suivi en psychiatrie, ce jeune-là. Il a été hospitalisé et du coup suivi par le CPS et par la pédopsychiatrie. Voilà. Quand ça arrive, on fait un stade très avancé. Du coup, c'est plus de notre ressort. On passe le relais aux partenaires. Voilà. Okay. Alors, il y a de plus en plus d'événements qui sont organisés, notamment par l'UPJ, hein, l'Union polynésienne de la jeunesse. Donc, je pense par exemple à Génération. Est-ce que ce type d'événement, ça aide finalement à sortir les jeunes qui sont violents ou qui sont dans un environnement un peu toxique de leur milieu? Et est-ce que c'est suffisant pour contribuer au bien-être de ces adolescents? Justement, hein, j'y étais ce matin à Tauria Move, qui surveillera haut là actuellement. On a été sollicité pour animer des ateliers de prévention. Et à mon avis, oui, ce sont des événements positifs hein, parce qu'ils permettent d'offrir aux jeunes un espace d'expression, de participation et les valoriser. C'est leur moment à eux. Ce sont des moments qui viennent nourrir l'estime de soi, ce sentiment d'appartenance et la fierté d'être un jeune du Fénois. Pour autant, on sait que ces initiatives ne se suffisent pas à elles-mêmes. Parce qu'au fait, le bien-être des adolescents, c'est vraiment dans le quotidien et dans la continuité, et quel que soit l'endroit où il évolue, à l'école, à la maison, en milieu sportif ou autre. Donc, c'est bien pour moi, ce genre d'événement, c'est un événement qui est là pour allumer des étincelles. Et du coup, dans la continuité, dans le quotidien, c'est ce qui va permettre de maintenir cette flamme. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à nos auditeurs, que ce soit les parents ou les jeunes? Alors, s'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est de dire qu'au fait, l'adolescence, ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une période à accompagner. Et derrière chaque jeune, il y a une histoire, il y a une force, il y a une possibilité d'évoluer. Et nous, le travail éducatif repose justement sur le postulat de l'éducabilité. C'est-à-dire qu'on part du principe où tout jeune, quel que soit son parcours, malgré ses difficultés, ses erreurs et ses blessures, le jeune a la capacité au fait de changer, d'évoluer et de transformer. Et nous, on part sur ce principe-là qu'un jeune, même s'il a des comportements violents, il y a un espoir de pouvoir l'aider à avoir des outils pour qu'il puisse exprimer autrement ce qu'il ressent, pour qu'il puisse justement traverser cette adolescence de manière plus sereine et de devenir un adulte responsable. Et nous savons très bien que à nous seuls, ça ne suffira pas. Hein. Je dis le Faretamaho, hein. C'est vraiment ensemble avec les familles, avec les parents, avec les partenaires, avec les communautés religieuses, avec les collectivités. Et justement, l'intérêt, c'est vraiment de travailler ensemble et de créer cette cohérence autour du jeune pour qu'il puisse se dire que, ah ouais, j'ai un problème, je sais que je peux me confier à quelqu'un. Voilà. Alors nous, on aime bien terminer par une petite séance, on va dire vrai-faux, Ah, okay. pour essayer de casser un petit peu certaines croyances. Donc je vais te donner des phrases et puis tu vas me dire vrai ou faux. Les adolescents violents sont systématiquement issus d'une famille violente. Pas du tout. Faux. Les jeunes violents sont souvent issus de milieux défavorisés. Faux. Un enfant harcelé en parlera systématiquement à son entourage. Pas forcément. Les réseaux sociaux amplifient les phénomènes de violence chez les jeunes. Oh que oui. Et enfin, un jeune harcelé montre toujours des signes. Pas toujours. Même... Pas toujours, ouais.
Merci beaucoup, Merci Reitini, beaucoup. d'avoir été avec nous. Et puis, pour nos auditeurs ou ceux qui nous regardent, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Instagram et TikTok. Merci. Merci beaucoup.